prévu pour moi parce que je la connais depuis un petit moment dans d'autres endroits de débat, d'ailleurs que je vais retrouver la semaine prochaine d'ailleurs. Neza Sqali, ancienne ministre, chargée de la famille et du développement social que tout le monde connaît, voilà. Présidente du think tank Awal Houriyat. Micro. Et puis après vous connaissez, hein? D'accord. Espace la tribune. Bonjour, vous tous, vous toutes. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement et féliciter Si Hamid Belfdel, le président de la Fondation marocaine de l'étudiant, pour le formidable travail qu'il mène et pour cette réussite splendide que sont les masterclass pour les étudiantes. Je salue également son Excellence Madame l'ambassadrice et l'ensemble des personnalités que je ne peux pas toutes citer, mais Monsieur le Président fondateur, enfin plusieurs visages connus que je salue chaleureusement. Mais surtout, je regarde vos visages, mesdemoiselles, et je suis vraiment inspirée parce que quand je veux prendre la parole en public, j'ai toujours le trac, même si j'ai l'habitude de prendre la parole. Mais là où je me sens en confiance, c'est quand je vois les visages des personnes qui sont en face de moi et quand je vois un public aussi inspirant avec des jeunes filles, vous qui représentez l'avenir, qui représentez l'espoir pour notre pays, ça me donne beaucoup de courage pour prendre la parole. Et vous allez peut-être pas me croire, bon, il y a aussi des jeunes hommes que je salue aussi, hein, je salue leur présence et je l'estime absolument. Ben c'est gentil ça. Ben oui. Parce que je ne regardais plus les premiers rangs, je regardais les rangs suivants. Et donc, je vois aussi des jeunes hommes. Et je voulais vous dire une chose, je ne sais pas si vous allez me croire, mais je suis convaincue que parmi cette présence, il y a de futures femmes entrepreneurs, il y a des futurs parlementaires, il y a des futurs ministres, il y a des futures personnes, professeurs de médecine, auteurs, autrices qui vont briller et qui vont faire briller le Maroc. Et si vous croyez que c'est difficile ou que c'est impossible, je voudrais vous raconter ma modeste histoire. Je vais commencer par un point, il faut bien commencer quelque part. Le 15 octobre 2007, j'ai été nommé ministre par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au sein d'un gouvernement historique, puisque c'était la première fois dans l'histoire du Maroc qu'il y a eu 7 femmes membres du gouvernement, et c'est la première fois qu'il y a eu 5 femmes ministres à plein titre. Il n'y avait jamais eu auparavant de ministre à plein titre. Et c'était un gouvernement historique. Bon, d'ailleurs, j'aurais aimé que M. Reda Chami, Ahmed Reda Chami, soit ici présent parmi nous, parce qu'il faisait partie aussi de ce gouvernement. Et on était souvent assis à côté et on a lié des liens très, très importants. Mais quand vous allez entendre, bon, elle a été nommée ministre, eh ben, vous allez vous poser la question, comment est-ce que c'est venu? Moi, j'aimerais vous dire que dès mon plus jeune âge, j'étais extrêmement sensible à la cause du peuple marocain. Peut-être un petit élément personnel de ma vie, c'est que j'ai perdu mon père alors que j'avais 9 ans. Et ma mère n'avait que 32 ans, et pourtant elle avait 7 enfants qui étaient âgés de 1 an et demi à 16 ans. Et pour elle, c'était un immense défi que de réussir l'éducation de ses enfants. Et elle a réussi, avec très peu de moyens, à en faire 7 diplômés de l'enseignement supérieur. Et parmi eux, j'ai 2 de mes sœurs qui sont ici présentes. L'une, Touria Sqali, qui est parlementaire et qui est gynécologue, et l'autre, Wafa Sqali, qui est chercheur, qui est professeur-chercheur dans l'École supérieure des arts et métiers de Paris, et qui est en même temps présidente de l'association RIM pour la scolarisation des filles. Alors, moi, j'ai été faire mes études en France, parce qu'à l'époque, j'ai pu avoir une bourse pour faire des études de pharmacie.
Je vous dis la vérité, je n'avais aucune envie de faire pharmacie. Ce n'est pas du tout un métier qui m'attirait. Mais on m'a dit, si tu veux avoir une bourse, il faut faire pharmacie. Parce qu'il n'y avait pas pharmacie au Maroc. J'ai dit, ben d'accord, je fais pharmacie. Et j'ai fait pharmacie. J'ai eu ma bourse et je suis partie en France. Et pendant mes études de pharmacie, j'ai fait 2 grandes universités qui ne portent pas le nom d'université, mais qui le seront quand même. C'est d'abord mon adhésion à mon parti, le Parti du Progrès et du Socialisme, qui était une grande école de sciences politiques, en fait, dans laquelle on apprenait la politique, on apprenait la vie, on apprenait la cause du peuple marocain, on apprenait toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'université. Et la deuxième grande école, eh bien, c'était l'UNEM. C'était l'Union nationale des étudiants du Maroc, dans lequel on avait appris énormément. C'était des écoles de citoyenneté, de civisme, dans lequel on avait appris à respirer par l'air de notre peuple. C'est-à-dire on était passionnés pour notre peuple et on se disait il faut qu'on serve notre pays. Et je me rappelle d'un conseil qu'on nous avait donné, on nous a dit surtout le peuple marocain n'a pas besoin de chômeurs, il a besoin de gens diplômés. Alors première mission, réussissez vos études et après vous pourrez être de bons serviteurs de votre peuple. Mais si vous ne faites pas vos études, votre peuple n'a pas besoin de vous. Bon, c'était un message qu'on nous a appris à l'époque et j'ai été reconnaissante de ce message. En fait, le peuple marocain a besoin de tous ses enfants, mais les études, à l'époque, constituaient, et même aujourd'hui, constituent un atout extrêmement important. Alors, quand je suis revenue de mes études, c'était en 1974, eh bien, la première chose que j'ai fait, j'ai fait un service civil. Comme à l'époque, c'était obligatoire, on faisait 2 ans de service civil. Après, j'ai dû ouvrir une pharmacie. J'ai dit, hors de question que j'ouvre une pharmacie à Casablanca. Pourtant, j'habitais à Casablanca. J'ai dit, il faut que j'aille dans le monde rural. J'étais déterminée à aller dans un endroit où il n'y avait pas de pharmacie. Et j'ai été donc à 40 km d'ici, à Bir Jdid. Il n'y avait aucune pharmacie. Et je l'ai appelée Pharmacie du Progrès. Et c'était ma première expérience professionnelle. Ensuite, il y a eu la Marche verte en 1975. Et je suis partie à la Marche verte aussi. Et c'était... On m'avait dit que c'était une folie, que je risquais de perdre ma vie, etc. Mais j'étais déterminée. Je m'étais dit, c'est l'occasion de connaître le peuple marocain de près, de vivre avec, etc. Je l'ai fait. Ensuite, il y a eu les élections en 1975. Et bien naturellement, je me suis présentée aux élections. Je n'ai pas été élue, bon... Parce que, de toute façon, il n'y avait pas de femmes qui étaient élues pratiquement. C'était des élections municipales. C'était les premières élections après les années d'exception, après l'état d'exception, parce que c'était une période où il y avait eu les coups d'État contre le roi qui avait. Et c'était une période de crise. Il y avait le début des années de plomb. Ce n'était pas des années où il faisait très bon vivre, ni pour les démocrates, ni pour les femmes. Même pour les femmes, c'était les années zéro des droits des femmes. Les femmes, à part l'accès à l'éducation qui avait ouvert ses portes depuis assez longtemps, il y avait 0 femme au gouvernement, il y avait 0 femme au Parlement, il y avait 0 femme dans les conseils municipaux. Il y avait un code du statut personnel qui était tellement injuste que si je vous le raconte, vous allez dire elle raconte des histoires. Parce que ça paraît impossible, mais les femmes n'avaient pas accès au divorce. Un homme avait le droit d'imposer une 2e femme à sa première épouse sans qu'elle puisse même demander le divorce. Un homme qui voulait répudier une femme pouvait le faire d'un claquement de doigts. Bon, c'était tellement injuste, c'était incroyable. Et également, la violence à l'égard des femmes, elle rimait avec silence. C'est-à-dire, c'était malvenu et grossier de parler de violence à l'égard des femmes, parce que c'était une chose privée, intime, et les femmes ne se donnaient absolument pas le droit de parler de cette violence. Et pire encore, quand une femme allait se plaindre de violence dans un commissariat, on refusait de la recevoir, en lui disant « ça vous regarde, c'est quelque chose d'intérieur, ça vous regarde ». Donc c'était vraiment les années difficiles pour les femmes. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon on va y rester jusqu'à demain matin. Donc je me suis présentée en 1975.
en 76, pardon, en 77, il y a eu des élections législatives. Les élections législatives, c'était pour le Parlement. Et là, j'ai eu l'outrecuidance de me présenter aux élections. Pourquoi je dis l'outrecuidance? Parce qu'à l'époque, dans tout Casablanca, il n'y avait qu'une seule femme candidate, tout parti confondu, et c'était moi. Et au niveau du Maroc tout entier, il n'y avait que 8 femmes candidates. Mais j'ai entendu de plusieurs reproches en me disant « Mais comment ça se fait? Tu te présentes aux élections législatives, mais tu vas déranger les candidats sérieux, mais tu vas juste perdre des voix, mais tu ne sais pas ce que c'est quelque chose pour les grandes personnalités, c'est pas pour le premier venu. » Là, et je me suis présentée aux élections, et là, je me rappelle encore de l'effet que ça faisait sur les gens. Je me rappelle quand j'arrivais dans des douars et que je voulais parler avec des personnes adultes, les enfants couraient en disant « Maman, maman, viens voir. Mara, Mara, c'est une femme, c'est elle qui est candidate, viens voir. » Bon, c'était l'étrangeté, c'était que ce soit une femme qui soit candidate. Et bien entendu, je n'ai pas été élue, parce qu'il n'y avait de toute façon aucune femme au Parlement. Et puis j'ai continué. Je me suis présentée la 3e fois aux élections, en 83, élections municipales. Je n'ai pas été élue. La 4e fois, élections législatives. La 5e fois, la 6e fois, la 7e fois, après 20 ans de candidature, eh bien, après 20 ans de candidature, j'ai été élue municipale parmi 0,34% de femmes élues au niveau des conseils municipaux. Mais il fallait vraiment brusquer la porte. Et là-bas aussi, bien sûr, quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'expérience de femme à l'époque qui était élue municipale. Et donc, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, du genre qu'on me dit « Mais pourquoi tu me regardes quand tu parles ?» Et alors que c'était tout naturel dans un conseil de parler, de se parler, quoi, quand on... Alors là, c'était donc 97, c'était pour moi une date marquée vraiment d'une pierre blanche. Mais parallèlement, toutes ces années-là, je ne me suis pas limitée à me présenter aux élections. Il y avait d'autres actions, 2 actions en particulier que j'aimerais citer. Premièrement, l'action associative, parce qu'en 1985, on a créé l'Association démocratique des femmes du Maroc. Et dans le cadre de cette association, on avait déterminé les 2 plus importants problèmes dans lesquels il fallait agir en ce qui concerne les femmes. C'était d'une part le changement du code de la famille et d'autre part l'accès des femmes aux postes de responsabilité et de décision. Alors on a créé un centre qui s'appelle le Centre pour le leadership féminin, où on encourage les femmes justement à concourir aux élections, à participer à la vie politique. Et on constatait que les femmes, elles n'ont pas confiance dans leurs capacités. Quand on leur disait par exemple « Qu'est-ce que tu fais? Présente-toi », eh bien, elle disait, bien écoutez, moi, je suis professeur, je suis responsable d'une association de jeunes, j'ai 4 enfants, et c'est tout. Alors on me dit, mais non, c'est pas « et c'est tout ». C'est extraordinaire pour une femme, en même temps d'avoir une vie de famille, et en même temps d'avoir une association, et en même temps d'avoir une profession, c'est extraordinaire. Donc il faut dire ça sur un autre ton, il faut le dire sur un ton de valoriser ce qu'on fait. Donc en même temps, on avait des femmes qui étaient doctorants en économie, mais elles vous disaient non, 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 je ne peux pas me présenter aux élections, je n'ai pas d'expérience. Alors que des hommes analphabètes, on leur propose de se présenter aux élections, ils disent oui, pourquoi pas, bien sûr. Voilà, donc tout ça, c'est dans le cadre de ce Centre pour le leadership féminin, où on a en même temps sensibilisé les femmes et en même temps agi pour qu'il y ait des mécanismes politiques qui permettent l'élection des femmes et, autrement dit, le quota. J'avais pris comme inspiration le fait que la marche verte pour le Sahara, le roi Hassan II avait dit il y aura 350 000 marcheurs, dont 10%, 35 000, seront des femmes. Et j'ai pris ça comme base pour m'appuyer dessus et pour revendiquer à ce que la même approche soit appliquée au niveau des élections. Parce qu'en disant, voilà, si le roi n'avait pas dit qu'il y avait un quota pour les femmes de 10%, eh bien, on ne nous aurait pas laissé participer à la marche verte. On nous aurait dit, allez-vous-en, ça, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Donc, ce qui fait, c'était très, très important. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à faire tout un travail de réflexion sur les lois électorales,
de propositions de quotas, de plaidoyer. Et je rends hommage aux journalistes, aux médias, parce que les médias, au début, ils nous ont attaqués très sévèrement en nous disant « Mais quoi, vous voulez réussir aux élections avec un quota? Parce que vous voulez rentrer par la fenêtre, là, vous voulez rentrer dans les instances comme ça, sans élection. » Je disais « Non, 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 pas du tout. On veut rentrer, mais regardez combien de temps il nous faut pour arriver au poste de responsabilité. » Et c'est comme ça qu'on est arrivé à convaincre les journalistes. Et quand on a convaincu les journalistes, ils ont commencé à plaider en faveur des quotas, parce qu'on a pris aussi comme exemple les autres pays dans le monde, et on a réussi à obtenir des quotas. Bon, c'était juste un peu plus tard, c'était en 2002. Deuxième approche que j'avais utilisée, c'était, excusez-moi de parler à la première personne, parce que chez nous, le fait de dire je est banni dans la culture, dans notre culture, et c'est dommage parce que nous habitons dans notre corps tout seul, et nous sommes obligés de parler de nous à la première personne. Et moi, j'aimerais qu'on ait plus l'occasion et la volonté de parler chacun en son nom. On n'est pas qu'une collectivité, on est aussi des individus, et il n'y a aucun mal à parler de notre expérience propre. Alors moi, je me suis dit, puisque je n'arrive pas à me faire élire à travers les élections, eh bien, il faut chercher autre chose. Et l'autre chose, c'était ma profession. Je me suis dit, j'appartiens à une profession, je suis pharmacienne après tout, et donc je vais concourir pour être... J'ai été présidente du syndicat des pharmaciens de Casablanca. Et sur la lancée, je suis devenue présidente de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. Et je me suis lancée éperdument dans l'action pour montrer les capacités des femmes. C'était pour montrer que les femmes sont capables de faire des choses extraordinaires. Et j'avais organisé de grands congrès avec beaucoup de médiatisation, j'avais fait bouger les lignes en ce qui concerne la profession pharmaceutique, tant et si bien qu'à la fin de mon mandat, on m'a dit « Tu reviens ?» J'ai dit « Non, 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 je ne me représente pas. » On m'a dit « Si, 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 c'est nous qui allons te faire la campagne, etc. » J'ai dit « Non, 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 ce n'est pas le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est la politique. » Et donc, ça, c'était pour moi une expérience que j'espère ait réussi pour vous. Mais pour moi, ça s'arrête là. Donc, j'ai quitté, disons, le navire de la profession pour continuer. Et je me suis présentée donc la 8e fois aux élections législatives. La 9e fois pour la 2e chambre du Parlement, j'étais tête de liste. C'était donc juste en 97, c'était en 98, juste après les élections de 97. Et il a fallu attendre 2002 pour que je sois élue au Parlement, grâce au mécanisme de la liste nationale qui a permis pour la première fois à 35 femmes d'être élues au Parlement. Bon, en 93, il y avait eu 2 femmes qui étaient élues, dont une est Latifa Benanis Miris, et l'autre, la deuxième, c'est Badia Asqali, qui se trouve être aussi ma sœur. Donc, on était 4 filles et 3 garçons. Et voilà, bon, je vous ai presque présenté, en tout cas, la partie féminine de la famille. Donc, si vous voulez, en 2002, j'étais élue au Parlement. Et juste une année après, j'ai été première femme chef de groupe parlementaire. Et c'est durant cette période-là qu'ont commencé les véritables grands changements pour les femmes. Bien sûr, je ne dis pas que c'est grâce à ces 35 femmes parlementaires, c'est grâce au combat extraordinaire qui a été mené par la société civile, par le mouvement associatif, et grâce à la volonté, au plus haut niveau de l'État, de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui portait un leadership très important sur la question des femmes, et qui, dès son premier discours, a dit que le Maroc ne pourrait pas avancer si la moitié féminine de la population était exclue et marginalisée, alors qu'elle a des capacités extraordinaires, comme celles que nous avons vues aujourd'hui. Donc, 2003, donc chef de groupe parlementaire, c'est une période où il y avait énormément de changements. La lutte contre la violence à l'égard des femmes a pris une ampleur très importante. En matière de budgétisation sensible au genre, c'était aussi un grand progrès. Il y a eu d'énormes progrès que je n'ai pas le temps de vous citer. Mais en 2007, encore une fois, quand il y a eu ma nomination en tant que ministre, ça je tiens à vous le dire, on m'a confié un chantier énorme. On m'a dit, Madame Asqali, vous êtes responsable du ministère du Développement social, de la famille
et de la solidarité. Je regarde le décret de nomination. J'étais en charge de la promotion des droits des femmes, en charge de la promotion des droits des femmes, des droits des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des exclus, des marginalisés. Alors, j'ai commencé à faire le calcul. Moi, j'adore les maths. Je suis une matheuse. J'ai commencé à faire le calcul. J'ai trouvé que ça faisait 70% de la population. Et alors, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? En dehors des hommes riches, jeunes et en bonne santé, tous les autres, ils me reviennent. Et après, je regarde le budget. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que mon budget, c'était 0,3% du budget de l'État. Mais j'ai dit, il faut être un magicien pour réussir le défi. Mais j'ai quand même bien compris, parce que bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais pour la réalité, c'est qu'il fallait trouver des actions à effet levier. Il fallait trouver des actions à effet levier. Donc, j'ai fait travailler à fond les autres secteurs gouvernementaux, parce que chacun d'entre eux, je devais les faire travailler sur des causes qui étaient les causes de l'enfant, les causes des femmes, les causes des personnes en situation de handicap. J'ai commencé à faire des réunions constamment intersectorielles. En fait, je jouais réellement un rôle de vice-premier ministre, mais sans avoir ni le titre, ni rien du tout. Mais c'est juste... et les ministères, ils me disaient, mais madame la ministre, on travaille avec vous, plus qu'avec... on est constamment en train de travailler avec vous. Je dis, mais c'est normal, parce que j'ai en charge 70% de la population. Donc, si vous ne travaillez pas avec moi, avec qui vous allez travailler? Il faut travailler avec ce qu'il y a. Ça, c'est un levier important. Le deuxième levier extraordinaire, et là, ça me ramène à la Fondation marocaine pour l'étudiant. Le deuxième levier extraordinaire, c'est la société civile. Mais la société civile, elle fait un travail extraordinaire. La société civile, vous lui donnez juste un peu d'argent et ils font des merveilles. C'est des magiciens. Vraiment, c'est magique. C'est pas magique, mais bon, c'est une façon de s'exprimer. Mais parce que les gens donnent de leur cœur, ils donnent de leur engagement, ils donnent de leur conviction, de leur foi, de leur amour. Même si on ne leur donne pas du tout d'argent, ils vont faire quand même ce travail. Mais ils vont le faire moins. Mais si on leur donne un tout petit peu d'argent, ils réalisent des choses merveilleuses. Donc, ce qui fait, moi, je me suis à fond appuyée sur la société civile, d'autant plus que moi-même, j'avais été très active dans la société civile et j'étais émerveillée de voir les résultats de ce travail dans tous les domaines. Donc, partout où on pouvait donner un peu, et y compris quand on a pu modestement encourager la Fondation marocaine de l'étudiant ou d'autres, comme par exemple l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Il a pris une initiative de créer Mezeya. C'est une école pour des jeunes musiciens, pour donner une carrière musicale à des enfants d'établissements de protection sociale. Eh bien, on les a encouragés parce que c'était formidable de pouvoir... Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont issus d'établissements de protection sociale, qui sont dans l'Orchestre Philharmonique du Maroc, qui ont fait leur trajet, leur parcours. Pour moi, ça n'a pas de prix d'encourager de telles initiatives. La même chose pour les enfants en situation de handicap, les enfants à besoins spécifiques. Mais l'État ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Demandez au ministère, ils n'ont pas de cours, ils n'ont pas de cursus, ils n'ont pas de module pour les enfants en situation de handicap. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'encourager les associations. Les associations, après, font du bon travail. Mais si on leur coupe les vivres à ces associations, on les empêche de réaliser une partie de l'action publique. Moi, je dis toujours que la société civile, en fait, c'est comme un service public qui est délégué à des associations dans beaucoup de domaines. La prise en charge des enfants abandonnés, enfin, il y a énormément de problèmes. Et donc, mon parcours au sein du ministère... 2 minutes? Mais j'ai dit. Non, non, si tu oui, me dis. deux petites minutes. Ouais. 2 minutes, d'accord. Merci. Donc, ce qui fait... pour moi, c'était une expérience extrêmement riche et importante. Mais là, je voudrais... Bon, ça a été une période où il y a eu énormément de progrès. Mais un seul point que j'aimerais citer, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit en 1997, j'étais une des élues parmi 0,34% de femmes élues dans les communes. Mais quand j'étais au ministère, en 2009, il y a eu une loi électorale pour l'élection des conseils municipaux. Et en 2009, on était encore 0,5% de femmes.
on était encore 0,5% de femmes dans les communes. Et ils ont ramené une loi dans laquelle il n'y avait pas de quota pour les femmes. Et pas de quota pour les femmes dans le monde rural. Moi, je leur ai dit, ce n'est pas possible. J'avais tapé sur la table et j'avais dit, je ne peux pas rester dans un gouvernement qui adopte une loi électorale où il n'y a pas de quota pour les femmes dans le monde rural, parce que si on ne donne pas de pouvoir aux femmes dans le monde rural, comment voulez-vous que le monde rural progresse? Et ça, peut-être, c'est le point sur lequel j'aimerais insister. J'ai trop axé sur le factuel, j'ai pas suffisamment parlé des enjeux de la participation en politique des femmes, parce que les femmes sont la moitié du monde, ça tout le monde le sait, mais qui donnent naissance à l'autre moitié, et c'est les femmes qui prennent en charge les enfants, c'est elles qui prennent en charge les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et quand vous avez une femme qui est lésée dans une famille, par exemple une famille où il y a un homme, une femme et 3 enfants, eh bien si la femme elle est lésée, ça fait 4 personnes qui sont lésées. Mais si on ramène ça à des statistiques, ça fait 80%. Ça fait 80% de lésés pour un qui est favorisé. Donc ce qui fait, c'est vraiment stratégique et majeur de donner du pouvoir aux femmes, leur donner le pouvoir d'agir pour lutter contre les injustices, leur donner le pouvoir d'instruire leurs enfants, leur donner le pouvoir de protéger leur famille, d'assurer la sécurité alimentaire de leur famille. Et aujourd'hui au Maroc, il y a eu des progrès extraordinaires, mais il y a beaucoup de défis, surtout dans la dernière décennie où on assiste à une certaine régression. Et là, je voudrais terminer sur ce point-là, vous dire que à la fin, disons, de toute une carrière politique, finalement, j'ai créé une association qui s'appelle Awel. Cette association, Awel veut dire en tamazert, ça veut dire, ça veut dire parole. Donc voilà, pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que d'abord, on veut montrer que notre identité, c'est une identité plurielle. On n'est pas que arabo-musulmans. On est arabo-amazère, musulmans, africains, méditerranéens, andalous, hébraïques. On a une identité vraiment plurielle. Et ça, c'est une grande richesse que je vous appelle tous et toutes à préserver ensemble pour continuer à être des Marocains et des Marocaines et être fiers de l'être. Et deuxièmement, c'est pour libérer la parole. Libérer la parole, on a besoin de casser les tabous au Maroc. Mais pour vous, voilà, regardez. Merci à vous.